Un vol est venu du Liban, l'autre d'Israël. Un aéroport quelque part en Allemagne, des images en apparence volées. Les délégations sont tendues. Elles doivent conclure la fin d'une longue négociation. Pas pour la paix, pas pour le tracé d'une frontière, mais pour le sort de prisonniers, vivants ou morts. L'État d'Israël est sensible à la valeur de la vie humaine. Pour l'État d'Israël et l'armée israélienne, il est important que chaque soldat qui part en mission pour l'État sache que l'État va faire son maximum pour récupérer le soldat qui est en détresse, qu'il soit blessé ou enlevé. Nous avions décidé que nous ferions prisonnier un soldat israélien pour libérer nos frères dans les prisons israéliennes, parce que c'est le seul moyen de faire libérer nos frères des prisons. Ces propos datent d'avant la guerre qui a embrasé à nouveau le Moyen-Orient l'été dernier. Depuis des décennies, les logiques s'affrontent. Pour comprendre ce qui les sépare, nous avons enquêté de part et d'autre sur des tractations secrètes pour un échange très particulier. Les corps de 3 soldats israéliens et un colonel en vie contre 423 prisonniers arabes et libanais et 49 cercueils. Nous sommes en l'an 2000, le 25 mai. Après des années d'occupation du Sud-Liban, Israël annonce un retrait unilatéral. Mais le conflit n'est pas fini. Le Hezbollah décide de monter d'un cran. Il envisage l'enlèvement de soldats israéliens comme monnaie d'échange contre des prisonniers. Donc c'est le 25 mai 2000 que la décision a été prise. Le discours politique préparait le terrain pour l'opération. Il préparait l'ambiance générale ainsi que l'opinion publique libanaise, arabe et internationale pour le jour où la résistance effectuerait une opération de capture. L'opération aura lieu au Sud-Liban, là où le face-à-face avec l'armée israélienne est direct. Depuis 1948, les guerres successives ont sans cesse modifié les cartes. Aux confins du Liban, d'Israël et de la Syrie, la porte de Sheba est un des territoires les plus contestés. À ce moment-là, les Nations Unies et leurs casques bleus doivent justement tracer une ligne bleue, une ligne de paix, de non-guerre plutôt. Les Nations Unies ne voulaient pas devenir un instrument pour délimiter les frontières. Ce n'est pas leur rôle. Timor Güksel a été porte-parole et conseiller des casques bleus au Liban pendant 25 ans. L'ONU a joué un rôle clé en collectant toutes les recherches historiques sur les frontières afin d'obtenir l'accord des 2 pays. Oui, c'est là où passe la ligne. La présence des casques bleus de l'ONU n'empêchera pas le Hezbollah de poursuivre secrètement son plan. Avec le soutien de la Syrie et de l'Iran, le Hezbollah peut imposer son propre jeu à l'État libanais. Le Hezbollah avait le contrôle total de la région frontalière. Personne ne s'opposait à eux. Ils ont une parfaite connaissance de la région et avec le temps, leur présence est devenue naturelle. Ils sont devenus une partie intégrante du paysage. Aujourd'hui, on comprend qu'ils planifiaient une action dès les premiers jours. Pendant 3 mois, les miliciens du mouvement chiite vont d'abord observer les faits et gestes de l'armée israélienne. Déplacements de patrouilles, activité des bases arrières. Ils vont découvrir un endroit où quelques mètres séparent 2 divisions de Tzahal. Le lieu est situé tout près de la base militaire numéro 590, près de la porte de Sheba. Un des responsables de l'opération témoigne à visage caché et à voix déguisée. Nous avons observé un changement de temps en temps dans le mouvement des patrouilles. Ils commençaient à utiliser des véhicules blindés à la place de simples véhicules militaires. De même, ils avaient modifié la routine du déplacement et les horaires. Cela se passait sous le contrôle des blindés déployés afin de couvrir tous les points faibles dont souffrait l'ennemi.
Ces alertes existent toujours. Elles existaient aussi avant. Dani Yatom était à l'époque le chef du Mossad, les services secrets israéliens. Les services de sécurité sont en alerte permanente. Les organisations terroristes ont tout intérêt à enlever des soldats, des personnels des services de sécurité et même des civils à l'extérieur du pays. Face au risque de capture, les autorités israéliennes décident de mettre en place un plan préventif, sous le nom de code Appel d'Hannibal. Un plan de mobilisation d'urgence, au cas où l'un des leurs tomberait aux mains de l'ennemi. Le Hezbollah, de son côté, sait où il va frapper. Un commando s'entraîne et il filme ses préparatifs. Les groupes de la résistance chargés de l'opération de capture ont subi un entraînement de très haut niveau. Nous avons reproduit la zone de l'opération avec les mêmes détails géographiques et logistiques. Nous avons procédé à une dizaine de manœuvres militaires pour améliorer le niveau de combat chez les résistants, afin qu'ils soient entraînés au combat direct et à la capture de soldats ennemis en vie. Septembre 2000. Dans le même temps, l'armée israélienne va être amenée à se dégarnir à la frontière du Liban, en hommes et en véhicules blindés. Car en Cisjordanie et à Gaza, la seconde intifada palestinienne commence. 7 octobre 2000. Très tôt, les patrouilles israéliennes surveillent la barrière qui sépare le territoire libanais de la zone sous contrôle de l'État hébreu. Vers 8 heures du matin, l'armée est alertée sur l'éventualité d'une opération. Le commandement du Nord donne des instructions de prudence aux patrouilles. La route frontalière est inspectée pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infiltration. Ce 7 octobre, vers 11 heures du matin, des Palestiniens manifestent à l'ouest de la frontière en signe de solidarité avec l'intifada. En fait, c'est une diversion du Hezbollah. L'armée israélienne intervient. Il est midi, l'heure prévue approche. Ces images ont été filmées par 2 caméramens du Hezbollah. Elles ont été gardées secrètes jusqu'à aujourd'hui. Vers 12h40 environ, nous avons vu une Jeep militaire dans le virage qui avançait doucement vers la porte de Sheba. À ce moment, l'ordre a été donné à tous les groupes de se préparer à l'attaque. Et le signal pour le début de l'opération a été lancé. Ces images et le témoignage du combattant soulèvent une série de questions. Le Hezbollah avait-il prévu de tuer les soldats de ce convoi? Savait-il par avance qu'il y aurait une seule Jeep au lieu de 2 véhicules blindés? Les combattants pouvaient-ils suspendre l'opération? Les détonations que l'on entend correspondent d'abord à des tirs sur une autre colline. C'est une deuxième diversion du Hezbollah. Pour accéder à la Jeep et aux soldats israéliens, le commando doit franchir la barrière qui marque la frontière à la porte de Sheba. Le commando semble ensuite tirer autour de la Jeep immobilisée pour empêcher les soldats israéliens de réagir.
puis il va transporter des corps inanimés. Pour tous les Israéliens qui verront ces images, l'enjeu sera de savoir si les soldats de Tsahal ont été capturés vivants ou morts. Le mystère a duré très longtemps. Il n'y a eu aucun accrochage avec les soldats israéliens qui patrouillaient. Les résistants sont arrivés sur les lieux de l'opération. Ils ont trouvé les soldats allongés par terre. Et ils les ont transportés dans un 4x4. Pour restituer ce qui s'est passé et pour faire valoir sa maîtrise, le Hezbollah est allé jusqu'à reconstituer la scène en images de synthèse. L'opération aura duré en tout et pour tout 20 minutes. Le repli du commando sera protégé par un pilonnage des positions israéliennes. Après 20 minutes, les hélicoptères et les avions militaires israéliens ont bombardé des voitures de civils. Après 40 minutes, nous avions transféré les prisonniers dans la zone de sécurité sans courir aucun danger. Les informations sont parvenues au cabinet du Premier ministre de manière partielle et imprécise. Elles portaient sur la disparition des 3 soldats. Et où sont-elles arrivées? Au cabinet du Premier ministre, au cabinet même du Premier ministre. Et quand Ehud Barak a reçu ces informations, il a donné des instructions pour envoyer des hélicoptères et des avions. Dans la région, une chasse à l'homme a commencé. Buggy Yalon, à l'époque, est chef d'état-major de l'armée. Les forces israéliennes ont traversé la frontière. Une course-poursuite a commencé. Mais lorsque nos forces ont été semées et qu'elles ont perdu tout contact avec les ravisseurs et les soldats enlevés, la course-poursuite s'est arrêtée. Sinon, il aurait fallu chercher dans tout le Liban et on ne sait pas où chercher. On se demandait quelle allait être la réaction israélienne. Ils pouvaient bombarder certaines régions, peut-être. Mais si des objectifs civils étaient atteints, le Hezbollah allait riposter par des missiles. Comment riposter alors? Le meilleur moyen pour Israël, c'était l'enlèvement d'individus. C'était possible. Mais c'était risqué et compliqué. En Israël, c'est un choc. Les médias révèlent l'identité des soldats capturés en attendant d'en savoir plus. אנחנו נוסעים לכיוון של 590 לבדוק מה קורה. אנחנו מגיעים, רואים את הסופה עולה באש. אחרי השער לכיוון לבנון היה שם את הכובע של עדי. Depuis sa disparition, la chambre d'Adi Avitan a été transformée en un lieu de mémoire et de recueillement. Dans sa famille, dès octobre 2000, on guettait la moindre information. Rien. Dans les premiers temps, il n'y a aucune information. Simplement un communiqué laconique qui disait que 3 soldats avaient été enlevés lors d'une opération et qu'il était possible que mon fils Adi soit parmi eux. Ici, en fait, commence la grande confusion. Le mot « il est possible » vous permet d'espérer que cela peut-être ne s'est pas passé. À ce moment-là, s'installe le doute et l'impuissance.
Tu ne sais pas quoi faire. Tu te sens tout à coup un petit maillon de la chaîne, dans ce grand monde qui s'appelle l'univers, où tu ne peux avoir aucune influence. Tu veux de l'information. Tu veux savoir ce qui s'est passé. Tu veux aller libérer ton fils. Mais tu ne sais pas où aller, en fait. Il y a une colère immense contre le monde entier et même contre tout l'univers. 5 ans après l'opération de Sheba, nous sommes retournés sur place. C'est le coin du bassin El-Kadi. C'est ici qu'a eu lieu l'opération. Et c'est la porte jaune qui était le passage. Cette région, de là à là-bas. Par là, il y a un poste israélien dans l'angle. Que s'est-il passé le 7 octobre 2000? Ibrahim El-Amin, journaliste libanais, a eu accès aux archives du Hezbollah. Ce qui s'est passé est très simple. C'est que la résistance avait préparé un grand engin explosif car elle s'attendait au passage de blindés. La résistance avait supposé que cet explosif allait renverser le véhicule blindé et l'endommager, ce qui aurait mis les soldats à l'intérieur dans un état de choc ou d'évanouissement, mais sans les tuer. À l'époque, toutes les patrouilles israéliennes se déplaçaient en équipe de 2. Quelque chose d'incompréhensible a eu lieu le 7 octobre 2000. La première Jeep israélienne, que les Israéliens appellent Sofa, n'était qu'une petite Jeep non blindée. À bord, il y avait 3 soldats. Quand elle s'est approchée de la porte, elle n'était pas accompagnée d'un autre véhicule. Mais l'ordre avait déjà été donné. L'arrêt de l'opération nécessitait une série de mesures que la résistance n'était pas capable d'exécuter en si peu de temps. La capture de 3 soldats à la porte de Sheba a aussi des répercussions jusque dans les prisons israéliennes. Jawad Kasfi y a passé 15 ans. Pour lui, l'information le 7 octobre 2000 était synonyme d'espoir. J'étais assis sur mon lit. La télé était de ce côté et le frère de l'autre. J'avais les écouteurs, j'ai eu l'impression qu'il me parlait. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Il m'a dit « Toi ». Je lui ai demandé « Quoi, toi ?» Il m'a dit « Toi, prisonnier ». « Quoi, toi, prisonnier ?» Il m'a dit « Juif israélien ». « Qu'est-ce que tu dis ? Où ?» Il m'a dit « À Sheba ». Dès qu'il m'a dit ça, j'ai été sous le choc. J'ai essayé de me calmer. Je priais Allah et Mohammed. Je me suis retourné vers la télé, les larmes aux yeux. Il m'a dit « Ne le répète à personne. À la télé, il y a eu une flash d'information. Je l'ai lu. La résistance a capturé 3 soldats israéliens. Ce jour-là, j'étais sûr qu'on allait sortir. C'est une certitude. » Aujourd'hui libre, Jawad Kasfi a connu ce destin parce qu'il s'est retrouvé malgré lui au cœur d'une affaire qui demeure depuis 20 ans la clé de voûte de toute négociation entre Israël et le Hezbollah, l'affaire Ron Arad. Ici, il y avait un bout de terrain qu'on cultivait. Il y avait une serre avec des plants de tomates. Je suis venu voir le propriétaire s'il avait besoin d'un coup de main. Je suis entré sous la tente pour discuter avec lui. J'ai entendu le bruit des armes. J'ai vu 6 ou 8 hommes. Ils m'ont menacé de leurs armes. Ils m'ont crié « Armée de défense d'Israël, à plat ventre ». Je me suis exécuté. Ils ont crié « Qui est Jawad? Qui est Jawad ?» J'ai répondu que c'était moi. Ils m'ont fouillé et attaché les mains. Ils m'ont transporté. Ensuite, j'ai appris qu'ils m'avaient injecté une drogue dans la jambe. Plus tard, ils m'ont dit et répété que mon sort était lié à Ron Arad. Si je restais 1 an ou toute la vie, mon sort était lié au sien. Tu es son otage. Dans ton dossier, il est écrit « Tu ne seras libéré que si Ron Arad est libre ». Tu imagines? C'était il y a 20 ans. Le 16 octobre 1986, un avion fantôme est abattu à l'est de la ville de Saïda. Un commando israélien parvient à récupérer le pilote, mais le copilote tombe entre les mains du mouvement Amal, un mouvement chiite dont Jawad Kasfi faisait partie.
Il s'appelle Ron Arad, et sa disparition est en Israël une affaire nationale. C'est la première fois qu'un pilote est fait prisonnier. Et aujourd'hui, le doute reste entier. Ron Arad est-il vivant ou mort? Le journaliste israélien Ronen Bergman est devenu au fil des années le spécialiste de cette affaire. Il n'y a aucune preuve que Ron Arad ne soit pas en vie. Ni le contraire. En vérité, les dernières nouvelles de Ron Arad datent du 4 ou 5 mai 1988. Ce jour-là, Ron a disparu et depuis, il n'existe aucune preuve tangible sur son sort. Donc pourquoi persiste-t-on à dire qu'il est mort? Parce qu'on n'a trouvé aucune preuve tangible qui démontre qu'il est en vie? C'est seulement le procédé de recherche qui fait penser qu'il n'est plus en vie. Jusqu'à ce jour, la dernière image connue de Ron Arad fut celle-ci. Il est établi que Ron Arad a été détenu au Liban par le mouvement chiite Amal de 1986 jusqu'en mai 88. L'armée et les services israéliens n'ont jamais cessé de leur recherche. On sait aussi que la Grande-Bretagne a transmis une proposition d'échange au gouvernement israélien. Ron Arad contre 6000 détenus dans les camps du Sud-Liban ou dans les prisons israéliennes. Tel Aviv a refusé. Mais la mobilisation populaire continue. Pour ne pas abandonner ses soldats, Israël aura recours à d'autres moyens et tentera de localiser Ron Arad. Ce point est très important. Il donne une grande force aux soldats combattants qui risquent sa vie, tout en sachant qu'Israël est derrière lui, avec tout ce qu'elle possède comme capacité. Un des moyens est d'avoir recours à l'enlèvement d'individus de la partie adverse pour libérer un de nos otages. C'est d'abord ici, au Liban, dans un bâtiment baptisé Sécurité du 17, que Jawad Kasfi, après sa capture, sera interrogé par le commando israélien. Puis il sera transféré à Naplouse et dans différents centres de détention en Israël. Une seule chose intéresse les enquêteurs, que c'est Jawad sur Ron Arad. Je ne connaissais rien sur lui. Tout ce qui comptait pour les Juifs, comme je te l'ai dit, c'était que Mustafa Dirani était mon supérieur. Ils m'ont enlevé car j'étais proche de Dirani. Proche pour les services de renseignement, ça voulait dire que je devais connaître où se trouve Ron Arad. Je lui dis que je ne connaissais rien. Tout ce que je savais, c'est qu'il était sous la responsabilité de Dirani. Et je n'ai ni vu ni rencontré Ron Arad. Nous nous sommes retrouvés dans une situation bloquée. Ron Arad est quelque part, de l'autre côté, sa situation n'est pas claire. Il fallait agir. Aucune des actions qu'on avait entreprises n'a réussi à débloquer la situation. Nous devions donc travailler pour obtenir des cartes d'échange, dans le but de négocier avec l'autre côté et de résoudre l'énigme de la disparition de Ron Arad. La première nouvelle carte d'échange s'appelle Cheikh Abdel Karim Obeid. C'est un haut responsable du Hezbollah. Ce sera lui contre Ron Arad. En 1989, un commando va le capturer dans son lit et le transporter par hélicoptère en Israël. En 1994, carte d'échange numéro 2. Un commando kidnappe Mustafa Dirani chez lui dans un village de la Beka. C'est une prise de choix. Dirani a été le dernier responsable libanais du Hamal en relation avec Ron Arad avant que l'on ne perde sa trace en 1988. Et c'est presque par hasard qu'un avocat israélien retrouvera les captifs libanais en Israël. En 92, j'ai effectué une inspection dans la prison de Beersheva pour rédiger un rapport sur la situation là-bas. J'avais un laissez-passer du ministre Shahal qui me permettait de visiter toutes les prisons. Un gardien druze ou bédouin qui m'a accompagné pendant ces 6 heures m'a soufflé à l'oreille qu'il y avait des prisonniers libanais administratifs, sans jugement, et que personne ne savait rien sur eux. Je suis devenu fou. Nous, ici en Israël, à la fin du XXe siècle, il y a encore des prisonniers dans cette situation? Sommes-nous au Chili ou en Argentine? Il y a des gens dont on ne sait rien? Cela ne me paraissait ni juste ni acceptable.
En Israël, il y a alors 17 détenus libanais. Des avocats israéliens assurent leur défense et Tzvi Rish celle de Mustafa Dirani jusqu'à son procès qui sera diffusé à la télévision. Il s'agissait plutôt de se venger que d'enquêter. Tout ce qui a été publié à mon sujet est vrai. C'est arrivé. Pour servir leurs intérêts, ils se sont comportés avec Dirani comme si c'était un monstre. Et cela a été vérifié, et pas seulement de la bouche de Dirani. Durant l'enquête avec Dirani, ils ont obtenu tous les noms des gardiens de Ron Arad, tous ceux qui étaient à Beyrouth ou dans la Beka. Tous ont été retrouvés et interrogés. Nous savons qu'Arad n'a pas été torturé et qu'il était emprisonné dans de bonnes conditions. En prison, Jawad Kasfi apprendra la naissance de Jamileh, sa fille, par 2 officiers. Quand je l'ai vu ouvrir une enveloppe, elle était bleue et rouge. J'ai compris que c'était une lettre de ma femme. Il a pris la photo et il l'a jetée. J'étais assis sur une banquette face à lui et la photo a atterri devant moi. Dès que je l'ai aperçue, j'ai crié « Dieu, c'est ma fille ». Il m'a parlé, j'ai pas répondu. Il m'a dit « Comment tu as su que c'était ta fille ?» J'ai pas répondu. Le second m'a demandé « Comment elle s'appelait ?» Je lui ai dit « Jamileh ». Dieu soit loué. J'ai contemplé la photo durant 3 à 4 minutes. J'ai réclamé la photo plusieurs reprises. Et chaque fois, il me répondait « Oui, je te la donnerai ». Mais il ne me l'a jamais donnée. En mai 2000, le retrait israélien du Liban provoquera un faux espoir pour Jawad. Plus d'une centaine de prisonniers libanais retrouvent la liberté, mais seulement ceux qui sont détenus au sud Liban, et pas ceux qui, comme Jawad, étaient prisonniers en Israël. Après le retrait, Jamileh a nourri l'espoir de voir son père rentrer à la maison. Elle a passé une période où l'on voyait à son sourire sa joie. Elle a changé, elle est devenue plus dynamique. Elle me disait « Alors maman, papa va revenir ?» Je lui répondais « Si Dieu le veut, papa reviendra. » Dès qu'on a montré à la télévision les images de la libération du camp de Khiam, je vous le jure, elle a pleuré de joie. Je n'oublierai jamais la phrase qu'elle a prononcée quand elle a vu les mains tendues de la prison. Elle a pleuré en disant « Si seulement papa était avec eux, il serait maintenant sorti. » Au Liban, on se réjouit du retrait israélien et en Israël, l'opinion est soulagée que les soldats rentrent au pays. Mais le répit est de courte durée. Le 7 octobre 2000, c'est la capture des 3 soldats par le Hezbollah. Un dossier qui s'ajoute à l'énigme Ron Arad. Une semaine plus tard, l'opinion israélienne va apprendre par la voix même du leader du Hezbollah qu'il a encore un nouvel atout dans son jeu. برتبة عقيد في الجيش الإسرائيلي يعمل مع الموساد منذ مدة زمنية طويلة يعمل على اختراق حزب الله وعلى مستوى عالي تمت متابعته أمنياً وبخطة هادئة تم استدراجه إلى لبنان وجاء بقدميه إلى لبنان. Au début, ce que l'on sait, c'est que le colonel Elhanan Tannenbaum, c'est son nom, a quitté Tel Aviv le 3 octobre pour se rendre en Europe. Alors qu'au Liban, le Hezbollah revendique, en Israël, sa famille, tout le monde s'interroge sur ce qui a pu se passer. L'histoire de Tannenbaum est de mon point de vue une histoire très étrange. À l'époque, Tannenbaum était sous mes ordres quand je commandais une division de l'armée régulière. Tannenbaum était officier de réserve et ensuite il est devenu commandant réserviste dans l'artillerie qui était sous mes ordres. Il est vrai qu'il avait un grade important. À côté de cela, dans sa vie civile, il allait d'échec en échec. Mais il nous donnait l'impression d'être un homme aisé,
Il arrivait avec la plus belle et la plus grande voiture, il se vantait de ses grands succès dans les affaires, etc., etc. Après avoir recueilli toutes les informations sur l'homme, nous avons élaboré un plan pour le piéger. L'idée principale était de lui faire croire que s'il se mettait en relation directe avec l'un des cadres du Hezbollah, il pourrait avoir des renseignements précis sur le sort du copilote Ron Arad. Les motivations de Tannenbaum ne nous intéressaient pas. Tout ce qui nous intéressait, c'était qu'il nous honore de sa présence au Liban afin de le capturer et de l'utiliser dans un échange de prisonniers. Mais comment le Hezbollah a-t-il attiré Tannenbaum jusqu'à Beyrouth? Ce que l'on saura plus tard, c'est le colonel Tannenbaum lui-même qui le racontera. Pendant sa détention, il ne rencontrera que 2 personnes extérieures au Hezbollah. Le médiateur qui parviendra à le faire libérer plus tard, et le journaliste Ibrahim El Amin qui réalisera ces images et cet entretien inédit. Kaïs est venu me proposer l'affaire de ma vie. Laquelle? Une affaire qui résoudrait mes problèmes financiers. Une affaire en toute légalité et qui était dans l'intérêt de l'État d'Israël et aussi dans mon propre intérêt. Kaïs Obeid est un arabe israélien avec qui Tannenbaum a déjà fait des affaires. Cette fois, il propose à Tannenbaum d'aller à Bruxelles, rencontrer un certain Kayed Béraud. À son tour, Béraud évoque un marché trouble mais juteux, au nom d'un certain Abou Ali. Donner des informations sur Ron Arad pour les revendre aux services israéliens et partager entre eux les bénéfices. Kaïs s'est adressé à moi pour que je sois cette personne. Les sommes proposées étaient colossales. Abou Ali a demandé 2 millions de dollars, 1 million de dollars pour lui, et l'autre a partagé entre Kaïs et moi. Je suis allé à Beyrouth. En bref, Kayed Béraud et moi, nous avons quitté Bruxelles pour Beyrouth le 5 octobre 2000 et nous sommes arrivés à l'aube du 6 octobre. Béraud m'a transporté à bord d'une voiture privée dans un appartement qui était censé être quelque part dans la banlieue sud de Beyrouth. Dès l'instant où j'ai franchi la porte de cet appartement, ma vie a basculé dans le noir. Cette affaire avait plusieurs dimensions. Il y avait un aspect sécurité pour savoir s'il avait donné au Hezbollah les informations secrètes qui étaient en sa possession. Effectivement, les instances de sécurité ont fait pression sur le Premier ministre afin de tout tenter pour récupérer Tannenbaum et résoudre ce problème. Avec l'affaire Tannenbaum qui vient s'ajouter en octobre 2000 à la capture des 3 soldats et à la disparition de Ron Arad, le Hezbollah multiplie les arguments face à Israël. Côté libanais, on commence aussi à se mobiliser pour les dizaines de prisonniers en Israël, particulièrement pour Samir Kantar, détenu depuis 1979 après un attentat commis sur le sol israélien. Négocier devient inévitable. Nasrallah aux côtés de Kofi Annan, c'est déjà une victoire pour le Hezbollah. Avec l'ONU, la question des prisonniers est sur la table. Si la cause des prisonniers n'est pas résolue, cela va raviver les tensions dans la région. Il a répondu « Il faut traiter le sujet par la diplomatie ». Je lui ai alors dit que ça ne nous posait aucun problème, mais que les moyens diplomatiques n'avaient pas permis la libération des détenus depuis de longues années. Vous devriez faire un effort, tout en sachant aussi que le temps est court, très court. On peut attendre des mois, mais nous ne pouvons pas attendre des années. Il a répondu qu'il ferait des efforts. Kofi Annan poursuit sa médiation auprès d'Ehud Barak, alors Premier ministre israélien. Il espère avoir accès aux prisonniers libanais. Les Nations Unies savaient ce qu'elles devaient demander aux Israéliens, qui disaient qu'ils examineraient cette question plus tard. Eux ne voulaient pas avoir des garanties internationales, ils cherchaient un marché. C'est pour ça qu'ils disaient toujours « on verra ça plus tard ». Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas avoir une autre réponse. Mais au bout de quelques mois,
Israël rejette l'ONU comme médiateur. La Russie, la France, la Suisse, le Japon, l'Autriche, la Grande-Bretagne et l'Italie proposent leurs bons offices. Mais seule l'Allemagne recueillera l'aval des deux parties. Il y a un sentiment d'impartialité. Le général principal Gilles Regev était impliqué dans l'enquête sur le sort des soldats disparus. Dans les négociations, les Allemands s'engagent objectivement et honnêtement. Ils les conduisent sérieusement et sans sentimentalisme vis-à-vis des deux parties. Du côté du Hezbollah comme du nôtre, les émotions prennent vite le dessus. Il fallait donc un intermédiaire pragmatique. On avait une expérience avec eux. On se connaît mutuellement. Et quand la médiation allemande a été proposée suite à l'échec de la médiation de l'ONU, nous avons accepté immédiatement. Car dès le départ, nous n'avions aucune réserve. Les Israéliens l'ont accepté et le travail a commencé. Le gouvernement Barak se dit d'abord prêt à relâcher 7 Libanais et bloque sur les Palestiniens. Barak monte jusqu'à 75 puis 200 Palestiniens à l'approche des élections. Mais l'accord ne se fait pas. Ehud Barak perd les élections en 2001 et tout doit recommencer avec le gouvernement d'Ariel Sharon, qui gèle d'abord les négociations. Les familles des soldats capturés s'inquiètent. À ce moment, on ne sait toujours rien des 3 soldats disparus. Efrat Avraham, la sœur de l'un d'eux, refuse qu'on les oublie. En plein milieu de la deuxième intifada, 3 soldats sont enlevés et personne ne sait rien sur leur sort. Personne ne sait où ils se trouvent, excepté qu'ils sont au Liban, loin des yeux, loin du cœur. Et si on ne bouge pas, et si on ne rappelle pas leur existence, et si on n'exige pas de savoir ce qu'ils sont devenus, on disparaît? Je crois que nous avons compris ça. L'État est en guerre à la frontière, il lutte pour son existence. Il est occupé ici avec ses citoyens tués matin et soir. J'attends pas grand-chose de lui. À Beyrouth, en revanche, la question des prisonniers mobilise peu l'opinion. Au Liban, si vous faisiez abstraction de la résistance, l'État libanais n'agissait pas vraiment en faveur de la cause des détenus. Ni les familles, ni les forces politiques n'avaient réussi à constituer une force de pression. C'est pourquoi la résistance a pris le rôle de l'État, des institutions et de la société civile. Et du côté du Hezbollah, toute information supplémentaire sur les 3 soldats devient un élément de négociation. Nous avons caché des informations sur leur sort, non pas parce qu'ils avaient été tués. Même s'ils étaient restés en vie, nous aurions caché la vérité. Nos précédentes négociations nous ont appris qu'en échange d'informations, on peut libérer un certain nombre de détenus supplémentaires. Pourquoi donc donner des informations sans contrepartie, puisque le résultat auquel nous aspirons est purement humanitaire? Voilà pourquoi nous avons pris cette décision. En 2003, les négociations sont apparemment bloquées. Le leader du Hezbollah devient publiquement menaçant. فإذا انقضت هذه الفرصة سنعتبر أن المفاوضات انتهت والبديل ليس التنازل البديل أن نعمل في الليل وفي النهار ليكون في قبضة فوارس ومجاهدي المقاومة الإسلامية أسرى إسرائيليون جدد. Les négociations reprennent finalement avec le gouvernement Sharon, qui accepte d'augmenter le nombre de prisonniers libérés autour de 400. Mais au sein de son gouvernement, tout le monde n'est pas d'accord. Je me rappelle les arguments de ceux qui ont voté contre l'échange. Ils demandaient pourquoi on donnait aux terroristes le prix qu'ils voulaient contre 3 soldats enlevés. Mais pour moi, le prix n'avait aucune importance. Qu'il y ait du sang sur leurs mains, je m'en foutais. Moi, je voulais mon frère à la maison. Dans les prisons israéliennes,
Jawad Kasfi est alors confronté à une nouvelle terrible. J'ai entendu ma femme me dire « Jamil est décédé à 5 heures ce matin ». J'ai enlevé le combiné, j'ai couvert le visage de mes mains. Je vomis. La première idée que j'ai eue à l'esprit, c'était que lui est-il arrivé. La question n'est pas facile. Le vide total. J'ai enlevé les mains de mon visage. Un frère m'a dit « Qu'est-ce qu'il t'arrive ?» J'ai répondu « Jamila est morte ». Il m'a regardé comme interloqué. Tout le monde dans la cellule était sous le choc. Ils m'ont entouré et ils ont reculé. Fin 2003, 3 ans après la capture des 3 soldats et du colonel Tannenbaum, la médiation allemande semble être parvenue à un résultat entre Israël et le Hezbollah. Les Allemands nous ont informés des propositions de Sharon. Il acceptait de libérer tous les prisonniers libanais sans exception. Personne n'était exclu. Ni le cheikh Obeid, ni Abou Ali, ni Samir Al-Kantar, ni les Libanais accusés d'avoir du sang sur les mains. Le cas de Ron Arad serait à définir pendant la première et la deuxième étape des négociations. Mais plus tard, nous avons été surpris par la décision du gouvernement ennemi d'exclure Samir Al-Kantar de l'opération. Samir Kantar, c'est le plus ancien détenu libanais en Israël, condamné à 400 ans de prison au total pour avoir ciblé et tué une famille israélienne près de la frontière en 1979. Un prisonnier dont le Hezbollah voudrait faire une figure équivalente à celle de Ron Arad. Les 400 prisonniers, c'était le prix de la négociation. Mais ils avaient des exigences beaucoup plus importantes, comme celle de notre propre existence. Ce n'est pas une question d'un mètre à gauche ou à droite sur la frontière. C'est une question de principe. Avant tout, ils ne nous reconnaissent pas. Finalement, le marché définitif est conclu et aboutira le 28 janvier 2004. Il garantit pour le Hezbollah la libération de 400 détenus palestiniens ou arabes, de 17 détenus libanais et le transfert des dépouilles de 49 Libanais enterrés en Israël. Pour Israël, il est l'heure de récupérer les 3 soldats et d'avoir confirmation de leur mort. Il reste à effectuer l'authentification des corps. Des corps qui avaient été gardés dans des chambres froides du Hezbollah, où ils avaient été déposés quelques heures après leur capture. En Israël, les familles des soldats attendent. Nasrallah a déclaré « Vous allez déjà voir qui revient vivant et qui ne revient pas vivant », ce qui a donné une lueur d'espoir. Et j'ai demandé à Gilles Regev, le chef des ressources humaines de l'armée, « Je veux savoir ce qu'il y a à bord de l'avion au départ de Beyrouth, et non pas quand il atterrira en Allemagne. » Il m'a répondu que cela n'était pas conforme aux ordres. Un général devait se présenter à mon domicile. Je ne voulais pas. Je lui ai dit « Gilles, fais-moi une faveur, s'il te plaît. Je veux savoir ce qu'il y a à bord de l'avion à Beyrouth. » Le soir, à 23 h, j'ai reçu un appel de Gilles Regev me donnant l'information. Gilles m'a dit « Jacob, 3 cercueils ont été transportés dans l'avion. Nous avons compris la vérité. Tous nos espoirs se sont évanouis. » Après 3 ans et 3 mois de captivité, le colonel israélien Elhanan Tannenbaum est donc libéré. C'était très important de récupérer les corps des soldats israéliens pour les enterrer en Israël, afin que les familles aient un lieu de recueillement.
Mais pour Tannenbaum, c'était secondaire. Je n'aurais pas levé la main pour voter cet échange s'il n'avait porté que sur la récupération de Tannenbaum. Mais il s'agissait à la fois des cercueils des soldats et de Tannenbaum. C'est grâce au cercueil qu'il est revenu. Dans l'avion qui les ramène dans leur pays après un transfert sur un aéroport allemand, le Cheikh Obeid, Mustafa Dirani, Jawad Kassi et 14 autres Libanais savent cette fois que le moment de la liberté est tout proche. August Hanning, le directeur adjoint des services de renseignement allemands, qui a mené secrètement toute cette négociation, sort de l'ombre. Nous sommes heureux pour ce qui est arrivé jusqu'à présent. Nous avons réussi à dissiper les hantises de beaucoup de familles. Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour arriver à cet échange. Nous sommes tout à fait conscients qu'il y a des questions humanitaires. Parmi elles, le sort de disparus qui attendent un règlement. Et nous avons le sentiment qu'il est de notre devoir d'aboutir à une solution. À chaque fois que je me rends sur la tombe de mon frère, j'ai le sentiment d'une énorme perte, d'un énorme manque. Ils auraient pu empêcher cette mort. Ils auraient pu empêcher cet enlèvement. C'était mon frère. Il aurait eu 26 ans. Il aurait pu vivre sa vie, poursuivre ses études à l'université. Ce sentiment me poursuivra toute ma vie. Je suis entré dans le hall. Deux scènes m'ont ému. Mustafa Dirani et ses enfants le serraient très fort. Le Cheikh Abdelkarim Obeid. Je me rappelle que son turban s'était défait. C'est pas qu'il lui est tombé de la tête, mais il s'est défait. J'ai retenu mes larmes. Hier, je pensais à l'âge qu'elle aurait eu, 16 ans et demi. Mais en réalité, si une première étape est franchie ce jour-là, il reste une deuxième phase aux négociations. Samir Kantar et 3 autres prisonniers libanais contre la moindre piste concernant Ron Arad. De part et d'autre, on ne ferme aucune hypothèse. Depuis que Ron Arad s'est éjecté de son avion, nous avons reçu des milliers et même des dizaines de milliers de fragments d'informations. Certains affirmaient qu'il était en vie, d'autres qu'il était mort. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu aucune information catégorique et fondée permettant d'établir une autre hypothèse que celle qui l'affirme vivant. Dans le cadre des recherches sur les traces de Ron Arad, effectivement, il existe 2 hypothèses. Soit il est en vie, soit il est mort. Bien sûr, s'il est vivant, il n'est pas perdu, et son identité ne fera pas de doute. Mais si on prend l'hypothèse de sa mort, si on accepte cette hypothèse, il faut remonter en 1988-1989. Alors quand on sera devant sa dépouille, ce ne sera plus un cadavre, mais des restes et des ossements. Donc il faudra les analyser. Quand je fais des recherches dans les endroits où il peut être enterré, ou quand je reçois des groupes qui me disent « Nous avons la dépouille de Ron Arad, l'homme est tombé entre nos mains et il est mort chez nous ». Quand ces groupes me présentent une version plausible de l'histoire, acceptable d'une façon ou d'une autre, il est normal que je récupère ces ossements pour les présenter à l'intermédiaire allemand afin de procéder aux analyses d'ADN et s'assurer que ce squelette est bien celui de Ron Arad et non celui d'un autre.
C'est ce qui est arrivé plus d'une fois. Mais jusqu'à présent, les résultats ont été négatifs. Au printemps 2006, le nouvel échange n'aboutit toujours pas. Et les deux logiques adverses continuent de prévaloir. Je comprends pourquoi ils veulent enlever des soldats. Je n'ai aucun argument moral contre cela. Je ne m'abaisserai pas à dire que ce qu'ils font n'est pas honorable. Le but du jeu n'est pas là, moi. Je ne me compare pas à eux. Moi, je dis qu'avec les Israéliens, la seule garantie qu'on peut avoir, c'est de posséder des éléments de pression. On ne peut faire confiance ni à leurs promesses, ni à leurs engagements. Été 2006, c'est le début de l'escalade. Le Hamas palestinien kidnappe un soldat israélien à Gaza. Et au sud Liban, le Hezbollah capturera à son tour 2 autres soldats de Tsahal. Une nouvelle guerre aura donc lieu. Elle ravivera toutes les questions autour du Moyen-Orient. C'est alors qu'intervient un élément nouveau, peut-être déterminant dans l'affaire Ron Arad. C'est cet enregistrement vidéo, le seul, l'unique. Il est diffusé pour la première fois dans ce film. Ron Arad, Dov Arad, Zakia Arad. I'm a soldier in the Israeli army. Such the flag in the Islander. The first stage we fly in the Fuga Magister. Not all the aircraft, it's engine, it's all the hydraulic systems. And we studied at the Beersheba University. We studied the first year of mechanical engineering. We studied mathematics, high mathematics, physics, and biology we learned some. We did some laboratory in physics, and chemistry we learned, and English. Technical English refers to mechanical engineering. Cette vidéo ne permet toujours pas de savoir si Ron Arad est aujourd'hui vivant ou mort. Mais diffusée simultanément au Liban et en Israël avec les éléments de l'enquête que vous venez de voir, elle a relancé le débat sur l'urgence des négociations. Négocier pour procéder à un nouvel échange et pour cette fois peut-être régler la question des frontières et celle bien plus difficile de la paix dans toute la région, avant qu'un nouvel incident n'allume un conflit plus vaste encore. Malheureusement, quand on considère les choses au plan humain, on voit que l'homme est un moyen de troc, de marchandage. C'est très gênant. Mais quoi de neuf dans tout ça ?